Bonjour, merci de votre courage pour être revenu en personne et je présente mes excuses pour ce retard qui est un peu inhabituel. Alors nous sommes donc au deuxième cours. Et après avoir rappelé notre itinéraire des 3 dernières années et le rôle... Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Donc, après avoir rappelé notre itinéraire des 3 dernières années et le rôle qu'il a joué dans notre enquête, nous pouvons dorénavant aborder l'étape de cette année que nous avons placée sous le signe du départ du bouddhisme, comme je vous ai expliqué, au sens de la séparation du bouddhisme. Cette étape sera double, comme nous l'avons déjà suggéré, puisque nous allons nous intéresser à 2 représentants importants de la... décidément... à 2 représentants importants de la pensée japonaise d'Edo. Une époque qui n'en finit pas de nous étonner par la richesse de sa vie intellectuelle, littéraire, artistique. Au point que l'on pourrait nous reprocher de nous limiter à ces 2 penseurs. Mais nous avons expliqué notre orientation au cours précédent et nous rappellerons encore une fois qu'ils entourent chronologiquement Motoori Norinaga. Nakamoto est avant Norinaga et Hatsutane est après. Dont on admettra au moins qu'il n'est pas absurde d'en faire de Norinaga, donc, l'une des personnalités les plus importantes de la fin d'Edo pour ce qui est de l'élaboration d'une pensée sinon nationaliste, du moins nationale, comme dans l'expression kokugaku, les études nationales. Je rappellerai à ce propos, si je puis me permettre une petite digression, encore une fois, que ce koku, évidemment qu'on traduit par national, il faudrait presque le prendre au sens plus ancien, mais je vous rappelle que le livre des odes, le livre chinois des odes, des poèmes, n'est-ce pas, le shojing, le shikyo en japonais, commence à la première partie intitulée Kokufu, c'est-à-dire les chants des provinces, des régions, n'est-ce pas, ce qui est presque le contraire de national, c'est-à-dire ce qui est le provincial, l'autochtone. Et la première expression, enfin l'une des premières occurrences de l'expression correspondant au japonais kokugo, la langue nationale, c'est un thème qui a été bien recherché pour le Japon, mais on ne sait pas assez qu'elle existait en chinois, et il semble que l'une des premières occurrences concerne la langue mandchoue, par opposition à la langue chinoise, c'est-à-dire la langue de l'Empire d'un côté, et puis la langue restreinte à une nationalité, qu'on n'appelait pas encore nationalité, enfin un peuple, qui est le mandchou. Donc vous voyez que ce kokugaku a un sens, n'a pas le sens de national au sens où nous l'entendons maintenant. Alors, et comme nous le soulignions au cours précédent, il est tout à fait intéressant d'observer que cette évolution décisive dans la pensée japonaise, ce tournant qui va ouvrir les portes à une attitude nouvelle à l'égard de l'histoire nationale et de la langue nationale, et permettra au Japon de se refonder culturellement et politiquement dans un contexte mondial, que ce tournant décisif, donc, va s'effectuer au long d'une réflexion qui est en son fond on ne peut plus traditionnelle, puisqu'elle s'appuie sur une vision remontant au moins à la fin du 8e siècle au Japon. Nous voulons parler de la nomenclature des 3 doctrines. Vous avez la première partie de l'expression de la première ligne, Sangyo ou Sankyo. On trouve les deux expressions, les 2 prononciations, bien que maintenant Sangyo soit sans doute plus répandu dans certains milieux philologiques. Évidemment, vous connaissez tous le Sango de Kukai, n'est-ce pas, le Sangoshiki de Kukai, mais c'est une expression, c'est une prononciation non seulement Gohon, mais une expression un peu aberrante, même dans le Gohon, je n'en reviens pas dessus. Enfin, donc vous voyez que c'est donc une expression qui existe par Kukai, justement, dès la fin du 8e siècle. Le terme est attesté depuis
plus longtemps en Chine que le XVIIIe siècle, et nous le trouvons figurant explicitement dans des locutions telles que les débats des trois doctrines, n'est-ce pas, Sangyo Dannon en prononciation chinoise, en prononciation japonaise, qui ont entouré les persécutions anti-bouddhiques des Zhou septentrionaux au VIe siècle. Et puis, je n'ai pas fait toute l'archéologie de cette expression, mais on pourrait encore remonter plus loin. Mais pour le Japon, bien sûr, le texte fondateur est, comme je vous l'ai dit, la convergence des trois enseignements, le Sango Shiki de Kukai, que nous avons d'ailleurs sous deux formes relativement peu différentes entre elles, datée une première de l'extrême fin du 8e siècle et l'autre du début du 9e siècle. Kukai en a fait deux éditions. Nous en avons déjà largement parlé et nous n'y reviendrons pas, sauf pour nous permettre une nouvelle fois une digression sur une question qui revient malheureusement régulièrement dans le monde monotone des stéréotypes. Et cette expression de Sangyo, pour moi, est très importante dans un débat actuel. Il est en effet rare de ne pas lire, ainsi que l'atteste une publication récente en langue française, que je nommerai pas, que la notion même de bouddhisme serait une création occidentale, aussi occidentale que le canon bouddhique, les deux étant une création des orientalistes européens pour s'assurer la mainmise philologique sur l'histoire intellectuelle de l'Asie, etc., etc., tout cela étant assez prévisible. L'argument majeur de ces détracteurs du terme bouddhisme, attention, ce n'est pas une attaque contre le bouddhisme, c'est une attaque contre l'usage du terme bouddhisme dans les langues occidentales en tant que religion ou doctrine déterminée, délimitée, opposée à d'autres, n'est-ce pas ? Et alors, l'argument majeur est donc que ce serait une création des orientalistes occidentaux pour s'assurer leur domaine leur gagne-pain, en quelque sorte. Et puis, bien sûr, une domination impérialiste des colonialistes derrière. L'argument majeur étant que ni le sanskrit ni le tibétain n'auraient de terme pour bouddhisme. Nous laisserons à d'autres le soin de décider si un terme comme Bauddha Darshana en sanskrit est attesté depuis assez longtemps, ou bien même Buddha Vadin, n'est-ce pas ? Enfin, ce sont des termes anciens, me semble-t-il. Et donc, c'est attesté depuis assez longtemps en sanskrit pour constituer un démenti à cette idée simpliste. Mais comme nous venons de le voir, dans le domaine extrême-oriental de la sinoglossie, cela fait au bas mot 15 siècles que le bouddhisme est clairement identifié comme une doctrine indépendante et porte un nom qui lui est propre, Bukkyo, comme nous allons le voir, l'enseignement du Bouddha, ce que l'on peut faire de plus proche en sino-japonais comme équivalent du terme européen de bouddhisme ou bouddhisme, tout ce que vous voulez. Et cette doctrine, dans ce contexte, est mise sur le même plan que les deux autres, le confucianisme Jukyo et le taoïsme Dokyo, qui sont elles aussi proprement autochtones, du moins en apparence et selon l'histoire manifeste. Je ne reviens pas sur des théories passionnantes d'ailleurs d'un sinologue comme Victor Mayer, qui veut voir des liens bien plus anciens entre l'Inde et la Chine que le bouddhisme, et même dans le taoïsme et le confucianisme. Enfin, c'est encore autre chose. Je ne reviens pas non plus sur l'usage du terme confucianisme qui est extrêmement controversé. J'espère en avoir le temps d'en parler une autre fois, mais là aussi, dans le monde anglo-saxon, certains récusent le terme de confucianisme et veulent le remplacer par le terme de jouisme. Alors vous pensez ce que personne ne comprend, n'est-ce pas ? Puisque jou désigne je en japonais, désigne les lettrés confucianisme. Pour l'instant, je me cantonne au bouddhisme et vous voyez bien que dans ce cadre, le bouddhisme est clairement délimité dans la grille de l'Extrême-Orient. Remarquons que ce nombre de canonique de 3, qui traversera toute la tradition historiographique sino-japonaise, est intéressant en soi, car il montre effectivement que les lettrés de la sinoglossie ont fait ce que les imitateurs de Saïd reprochent aux orientalistes européens. Ils ont bel et bien donné un nom et défini en entité indépendante la doctrine de Shakyamuni, propagée en Chine en langue chinoise, et l'ont insérée dans une grille analogique aux côtés de deux autres systèmes apparemment indépendants. Mais cette définition, au sens étymologique de délimitation, est en même temps une intégration, car le bouddhisme est la seule religion non chinoise à être admise dans la vision spirituelle chinoise,
stéréotypé par cette expression de trois doctrines. Vous aviez à l'époque le manichéisme, le christianisme et l'islam, qui avaient pourtant, lors de la dynastie des Tang, soit un corpus scripturaire traduit, bien qu'incommensurable avec le bouddhisme par sa taille, bien sûr, soit une présence concrète sous forme de lieu de culte. Et ils restèrent en dehors de cette réflexion. Vous n'avez pas le christianisme ou l'islam ou le manichéisme dans les trois religions. Ce sont toujours ces trois religions, deux chinoises, une non chinoise, mais intégrée. On retrouvera d'ailleurs le même phénomène au Japon avec le christianisme, comme nous allons voir, dans les trois religions, on ne parlera jamais du christianisme. L'élaboration de cette grille tripartite est très intéressante dans l'absolu, dans la mesure où il constitue à notre sens ce que l'on pourrait trouver de plus proche d'une histoire des religions ou de sciences comparées des religions. Mais de même que la science des religions européennes, malgré ses efforts de présentation équilibrée, révélait sans qu'il y eût trop à creuser ses desseins apologétiques, de même, ces présentations des trois doctrines synoglossiques se situaient dans une perspective apologétique marquée, ne l'oublions pas. Et pour celles qui nous intéressent ici, au premier chef, que ce soit Kukai au Japon ou un peu plus tard Zongmi Shumitsu en Chine, n'est-ce pas, au siècle suivant, au IXe siècle, eh bien, c'est le bouddhisme qui est présenté comme le point culminant des trois doctrines. Ce n'est pas une présentation désintéressée, c'est une présentation hiérarchisée. On voit donc que cette catégorisation est au moins aussi intellectuellement et spirituellement intéressée que celle que l'on reproche aux bouddhologues européens. Mais alors que cette grille tripartite reste la même du haut Moyen-Âge jusqu'à l'époque d'Edo, l'attitude des auteurs va connaître un changement considérable. Et nous allons voir à l'époque qui nous intéresse que ce cadre traditionnel, et surtout avec ce penseur, va être utilisé à contre-courant pour renverser la vision qu'il véhiculait. Il nous faut donc à présent brièvement présenter nos auteurs et le monde intellectuel dans lequel ils évoluaient. Et en commençant dans ce cours par Tominaga Nakamoto, je pense que vous avez donné le nom la dernière fois, 1715-1746, donc il est mort à 31 ans, plus jeune que Mozart dans le même siècle. Et il nous faut donc rappeler brièvement le paysage intellectuel de son époque. Il est vrai que dans les représentations les plus répandues de l'histoire de la pensée japonaise, l'époque d'Edo est celle du triomphe du confucianisme, et plus spécialement du néo-confucianisme, ce que l'on appelle le Shoshigaku. Ce triomphe est confirmé a posteriori par le succès et la diffusion d'un texte dont nous avons plusieurs fois parlé, le très célèbre recueil de vie des anciens philosophes, Sentetsu Sodan, dont je vous donne ici sur lequel je vous donne quelques détails. Nous pouvons mentionner ce livre extrêmement important, bien que très oublié par la suite, parce que, ainsi que l'indique sa date de publication de 1816, nous simplifions une histoire compliquée pour la publication, mais enfin, je donne pour il y a des continuations, des rééditions, etc. Et il représente rétrospectivement, donc à la fin de l'époque d'Edo, l'axe idéologique de cette époque, puisque ces vies s'inaugure avec Fujiwara Seika, vous voyez, autour de 1600, qui est en quelque sorte à l'origine de la seconde transmission du néo-confucianisme au Japon, dans des conditions tout à fait romanesques, grâce au lettré coréen Kyoko, que je vous mentionne ici, Kang Hong en coréen, dont je vous parle ici, et dont nous attendons la publication des mémoires en français par Guillaume Carré. C'est un roman d'aventure, c'est un captif coréen qui avait été emmené au Japon et qui a été ensuite exfiltré du Japon pour retourner en Corée grâce à un réseau à la fois coréen et d'amis et de disciples japonais qui ont réussi à le faire sortir. Et de retour en Corée, il a écrit des mémoires en chinois classique, bien sûr, pour dire ce qu'il pensait du Japon. C'est assez intéressant à lire. Donc je vous invite à attendre cette publication. Cette lignée philosophique, en passant par l'illustre Hayashi Razan, dominera peu ou prou toute l'époque, malgré de nombreuses luttes d'influence, au point que l'académie qui la représentait, donc le Shoheiko, le Shohei Zakakomonjo, qui est devenu maintenant le Yushima Seido, n'est-ce pas, devint en 1790 l'unique enseignement officiellement reconnu par le Gobbakufu. Nous avons donc une époque d'effervescence intellectuelle tout à fait remarquable. Il ne faudrait pas croire que le bouddhisme soit en reste.
On pourrait dire que l'époque d'Edo fut aussi un âge d'or pour les études bouddhiques au Japon. Mais nous en avons parlé ailleurs et ce n'est pas le moment d'y revenir. Disons seulement que l'on y retrouve la même ardeur encyclopédique et une soif d'embrasser l'ensemble des doctrines et de l'histoire qui sont illustrées dans la plupart des grandes écoles et sectes bouddhiques de l'époque au Japon. Et l'on peut aussi ajouter que l'âge se caractérise parce que ce que l'on appellerait sans doute à présent une grande mobilité intellectuelle, avec des esprits insatisfaits qui vont du bouddhisme au confucianisme, du confucianisme au shinto, aux études nationales, voire aux études hollandaises, comme je vous disais la dernière fois, le rangaku. C'est dans un tel contexte que nous pouvons présenter la personnalité à première vue exceptionnelle de Tominaga Nakamoto ou Tominaga Tsuki. Vous allez voir, je pense tout à l'heure, c'est les caractères. Maintenant, tout le monde, vous savez, il y a des modes au Japon, comme je vous l'ai dit, dans les prononciations, les lectures, puisque l'un des charmes de la langue japonaise, comme vous le savez, est que les lectures ne sont pas fixées et elles peuvent varier selon les milieux, les époques, etc. Et pour le cas de alors évidemment maintenant tout le monde veut prononcer Tominaga Nakamoto parce qu'il signe lui-même, nous allons voir dans la préface de tout à l'heure, son nom Nakamoto, mais parce qu'il se désigne lui-même, c'est-à-dire qu'il prend la lecture la plus modeste en quelque sorte. Mais la lecture qui est la lecture kun, n'est-ce pas, la lecture explicative. La lecture phonétique, on, tsuki, sera donnée par les autres, c'est-à-dire en donnant la lecture sino-japonaise de cette expression, on la met sur le plan honorifique. C'est quelque chose qui se trouve encore maintenant au Japon, donc il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Si on décide de l'appeler tsuki, ce n'est pas une erreur, c'est simplement ça serait l'appellation normale des gens de l'extérieur à son égard en tant que lettré. Vous avez des exemples, même en France, nous avons eu pendant des années un grand écrivain japonais qui enseignait en France, qui s'appelait Mori Arimasa, n'est-ce pas? Arimasa tout le monde l'appelait Arimasa en France parce qu'on le connaissait sous ce nom le plus direct, alors que les Japonais l'appelaient Mori Yusei, n'est-ce pas? Donc c'est exactement la même chose. Alors si quelqu'un vous reproche de dire Tsuki, vous pouvez lui rappeler ces évidences. Alors, c'est un personnage certes exceptionnel, mais qui par certains côtés pourrait s'inscrire dans une catégorie de personnages eux aussi bien répertoriés dans les sources littéraires que l'on a appelées les excentriques, les kijin, et dont les vies ont été recueillies dans un autre texte typique d'Edo que je vous mentionne ici, les vies des excentriques des temps modernes. D'excentrique, Nakamoto présentait des traits certains, encore que sa vie fût trop brève pour que l'on puisse en mieux juger. Mais si se tenir à l'écart de la vie publique en est une caractéristique, on peut dire qu'il s'y est appliqué, encore que ce fût peut-être à son corps défendant. Dans l'un des articles qui contribuèrent, que je vous donne ici, dans l'un des articles qui contribuèrent à faire connaître Tominaga Tsuki en Occident, le grand érudit Kato Shuichi, à qui nous renvoyons pour une esquisse biographique, l'a décrit comme un iconoclaste, ce qui conviendrait aussi pour un excentrique. Mais au-delà de l'aspect destructeur de sa critique, au sujet de laquelle il faudra s'interroger pour savoir dans quelle mesure elle cherche véritablement à détruire, il faut souligner plutôt l'intense curiosité intellectuelle que l'on peut lire derrière l'entreprise de Tsuki et qui est caractéristique de l'érudition d'Edo. Nous verrons aussi avec son disciple à la seconde génération, son disciple indirect, avec Hatsutane plus tard, que cette curiosité s'attaque à des horizons nouveaux. Ce même mouvement d'élargissement des horizons intellectuels se retrouve dans des domaines inattendus. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais par exemple, un jeune chercheur lituanien que je mentionne ici, M. Snowiczki, vient de mettre en valeur dans une publication récente la vogue rencontrée chez les scoliastes japonais du XVIIIe siècle par la lecture d'un traité non bouddhique traduit en chinois au VIIe siècle, qui avait très peu
fait l'objet d'études en Chine, et puis brusquement au Japon, comme c'est un traité explicitement non bouddhique, il y a brusquement, on trouve une dizaine de commentaires faits par des moines japonais, des religieux bouddhiques japonais, à ce sujet. Vous voyez, donc parce que c'était un texte négligé et surtout qui apportait, qui nous faisait, qui permettait aux religieux, aux moines japonais de regarder par-delà le bouddhisme l'univers indien en général. Et lorsque j'aborderai Hatsutane, je mentionnerai un article d'un de mes très proches amis, Yanaga Nobumi, qui a justement remarqué ce trait chez Hatsutane de rechercher dans les sources bouddhiques même des aperçus d'un monde encore inconnu au Japon, d'un monde indien encore inconnu au Japon. Donc, ce même mouvement d'élargissement, donc voilà. Si Tominaga donc n'a pas défriché des domaines encore vierges, à l'instar de ceux qui s'ouvraient, par exemple, au compte-gouttes dans le port de Nagasaki, il est avec les études hollandaises, n'est-ce pas ? Il est cependant indéniable qu'il portait un regard neuf sur ce que chacun avait depuis des siècles devant les yeux. Et en cela, il représente bien ce mouvement. Et nous ne pouvons que déplorer que sa vie fût trop courte pour lui permettre de donner toute sa mesure. Comme nombre d'érudits de son époque, il n'appartenait pas à la noblesse guerrière, mais était issu d'une famille bourgeoise, des Chōnin, n'est-ce pas, d'Osaka, qui avait prospéré grâce au commerce, un commerce tout à fait matériel, n'est-ce pas, de la sauce de soja, shoyu. Et encore maintenant, vous savez à quel point c'est précieux dans l'Extrême-Orient en général et au Japon en particulier. Nous voyons que nous sommes dans des milieux pas si différents de ceux de Saikaku ou de Norinaga. Norinaga, c'était plutôt le commerce des textiles, mais c'était aussi, il venait d'un milieu commerçant. C'est cependant déjà la génération de son père, du père de Nakamoto, qui s'était lancé dans les études, en devenant le mécène d'une académie fondée par Miyaki Sekihan et qui reçut par la suite un statut semi-officiel. On y enseignait à la fois le Shushigaku, donc le néo-confucianisme, n'est-ce pas, autour du penseur néo-confucian, du fondateur Shushi, Jutsu, n'est-ce pas, Jushi ou Jutsu en chinois, qui est mort en 1200, mais qui était connu à l'époque de sa redécouverte à l'époque d'Edo. Enfin, sa découverte n'est pas une découverte, mais une redécouverte. On connaissait déjà ses écrits, notamment à l'époque médiévale Muromachi, mais ce lettré coréen, Kang Hong, l'a réinjecté dans le courant de la pensée japonaise de façon beaucoup plus formelle, et c'est à partir de là vraiment qu'on peut parler d'un Shushigaku japonais, et les idées aussi de Wang Yangming, n'est-ce pas, Oyome, qui est un continuateur et un adversaire de Jutsu, et qui a énormément influencé ce mouvement néo-confucianiste japonais. Et donc, dans ce Kaitokudo, dans cette académie fondée, sponsorisée par la famille de Tominaga, eh bien, on cherchait à enseigner les deux systèmes. Le père de Chuki, donc, il s'appelait Hoshun, mais c'est pas peine eut plusieurs fils de 2 mariages, dont plusieurs reprirent leur soutien aux activités académiques, tout en continuant le commerce de la sauce de soja. Ils appartenaient aussi, semble-t-il, à des cercles de composition poétique chinoise et reçurent l'enseignement de la philologie chinoise de l'école de Hogyu Sorai. Je ne reviens pas là-dessus. Vous savez que Hogyu Sorai était aussi un grand kangakusha, un grand sinologue japonais qui est l'un des premiers à... Là encore, c'est un point de vue de philologie, c'est un point de vue où la philologie, disons, pure, vient remuer les visions traditionnelles de la lecture des classiques chinois. Hogyu Sorai est l'un des premiers, tout en s'appuyant sur des travaux chinois, bien sûr, à réaliser, et c'est en prise directe avec la pensée de Nakamoto, à réaliser et à transmettre au Japon l'idée que la langue
l'écriture utilisée par les Chinois de l'époque des royaumes combattants, de l'époque qui voit l'élaboration des classiques chinois, eh bien, n'est pas du tout le chinois, bien sûr, n'est pas le chinois moderne, mais n'est pas non plus le chinois classique auquel on est habitué et qu'il faut tout revoir à partir du système linguistique de l'époque. Vous voyez que ce genre d'idée de Hogyu Sorai, donc, qui est de la... Qui chevauche l'an 1700, n'est-ce pas? Eh bien, il ne faut pas être grand clair pour voir qu'elle est dans la continuité de toujours fameux Keichu, dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé, n'est-ce pas? Ce moine qui est devenu le fondateur des études nationales du Kokugaku par l'intermédiaire de ses études de la phonétique des termes bouddhiques au Japon, n'est-ce pas? Vous voyez comme tout se tient autour de ce dialogue entre les trois doctrines. On dit que, alors, donc, Chuki semble s'être très tôt, je vais l'appeler Nakamoto puisqu'il est encore jeune, semble s'être très tôt, dès l'âge de 15 ans, montré d'un caractère très indépendant et entendit développer ses propres idées dans un respect fort modéré à l'égard des maîtres. On dit que ce serait à cet âge qu'il aurait composé le premier de ses 3 ouvrages critiques, le Setsuhei, n'est-ce pas, parfois l'Useppé, mais plutôt Setsuhei, que l'on peut traduire par compendium des discours ou bien par les déterminations. Tout dépend du sens que l'on donne au second caractère, hei, n'est-ce pas, qu'on connaît en général comme lecture, avec la lecture kun ou, qui veut dire recouvrir. Et évidemment, ça fait allusion à un passage très célèbre de Confucius, n'est-ce pas, Ichigen motte koreo oeba ou ou, n'est-ce pas. Donc les 300 poèmes du Shojing, dont je viens de vous parler, du livre des Odes, eh bien, s'il fallait les recouvrir, les exprimer en un seul mot, eh bien, ça serait Iwaku Shi ou bien Omoi ni Yokoshima Nashi to Iyu. Il n'y a aucune perversion, aucune dans leur pensée. Bon, vous voyez, c'est du confucianisme. Alors, ce qu'il voudrait donc à ce moment-là dire, discourir d'une façon qui recouvre les idées, n'est-ce pas? Donc, je propose de le traduire par compendium des doctrines, ou bien, je vous dis, Hei peut se dire aussi sadamu, n'est-ce pas, c'est-à-dire déterminé. À ce moment-là, ça voudrait dire toki sadamu, détermination. Enfin bon, de toute façon, c'est un livre que nous n'avons pas malheureusement, et donc mais c'est le premier des 3 ouvrages critiques de Nakamoto qui fut rédigé en 1730, donc il avait 15 ans, n'est-ce pas? Et ce livre qui l'aurait immédiatement placé en délicatesse avec les autorités du Kaitokudo, donc l'académie que sa famille avait contribué à fonder, ainsi qu'avec son frère aîné, qui en était l'un des soutiens financiers, et l'aurait obligé à s'éloigner. Et la séparation donc fut encore plus... N'oubliez pas que Nakamoto est le fils d'un second mariage, n'est-ce pas? Et donc, après avoir publié enfin un livre qui a sans doute qui a été diffusé dans des cercles restreints, mais quand même suffisamment pour faire du bruit, eh bien, son père étant mort, la seconde femme, la veuve, donc a dû quitter la maison familiale avec ses 3 enfants. Donc on voit qu'il y a une rupture idéologique et familiale à la fois. Alors bien que le texte de ce compendium soit perdu, quelques allusions éparses dans les 2 autres écrits donnent à penser que Chuki y avait commencé les réflexions critiques qui constituent l'essentiel du reste de son œuvre. Peut-être en se concentrant plutôt sur le confucianisme, certainement, mais c'est ce qui expliquerait ce caractère « hei », n'est-ce pas, qui relie tout de suite aux entretiens de Confucius. Car on ne voit guère comment il aurait acquis alors la connaissance approfondie du bouddhisme dont il fait preuve par la suite.
C'est une énigme non résolue malgré quelques tentatives d'explication. On sait cependant que le jeune homme tomba assez tôt gravement malade, d'une maladie qui le contraignait à l'immobilité, un peu comme la tuberculose osseuse de Masaoka Shiki ou de Ishikawa Takuboku, qui furent par force de grands lecteurs. Nous ne savons presque rien de sa vie personnelle. Kato évoque la possibilité d'un mariage d'où serait née une fille. On ne conserve donc de lui que 2 œuvres, très différentes par la longueur et la langue. L'une en sino-japonais savant, le Shutsujo Kogo, que nous verrons en dernier, et l'autre en un japonais, écrit, mais tout à fait fluide et facilement compréhensible, mais qui reflètent l'une comme l'autre les mêmes préoccupations intellectuelles, au point qu'on pourrait les dire en dialogue l'une avec l'autre, comme nous allons le voir d'ailleurs. Il y a de plus entre elles une question de chronologie que l'on a de la peine à démêler. Nous proposons la solution la plus simple, qui repose en partie sur une remarque de bon sens. Oui. Est-ce que nous allons voir. Il faut vraiment lire les 2 œuvres en même temps, parce que celle que nous allons voir aujourd'hui est manifestement une. Alors, est-ce une préparation de la seconde, ou bien est-ce une simplification d'un texte qu'il aurait déjà rédigé par ailleurs? C'est impossible à savoir. Enfin, vous verrez qu'il y a quelques indices qui laisseraient penser qu'il avait déjà écrit l'œuvre principale en sino-japonaise. Mais toujours est-il que ça se présente comme une simplification, je pourrais presque risquer le mot de pamphlet, n'est-ce pas, à ce sujet. Donc la première de ces 2 œuvres, la plus courte, mais certainement pas la moins incisive, c'est à un titre tout à fait vague, Okina no Fumi, nous allons voir tout à l'heure, n'est-ce pas, que nous avons choisi de traduire par le libelle du vieillard. On aurait pu dire le livre, l'écrit, la lettre, et pourquoi pas le pamphlet, comme je vous le dis. Mais libelle en raison de son caractère provoquant, qui justifierait pleinement à lui seul l'appellation d'iconoclaste de Kato Shuichi. S'il avait eu davantage de public, parce que malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, ce texte est resté assez discret dans le Japon de l'époque. Elle fut certainement diffusée en 2 étapes, ce Okina no Fumi, n'est-ce pas? La première est marquée par la date de la préface écrite par Tsuki lui-même, 1738. Il avait alors 23 ans, selon notre façon de compter les âges. La seconde est signalée par la date de la première et deuxième des 4 préfaces que nous possédons, à savoir 1744, soit 2 ans avant la mort prématurée de l'auteur, qui avait alors 29 ans. Donc vous voyez, c'est soit au début de sa carrière, soit à la fin. C'est donc presque la même année que la publication de son œuvre majeure, le Shutsujo Kōgo, n'est-ce pas, que je vous donne ici, Shutsujo Kōgo, que je propose, c'est le cas de dire, de traduire, nous reviendrons là-dessus, mais les propos, go, n'est-ce pas, littéralement, après être sorti de Jo, c'est la concentration. C'est la concentration bouddhique, comme dans l'expression Zenjo, méditation et concentration, qui traduit un terme sanskrit, samadhi. Samadhi est bien traduit par concentration. Je proposerai aussi, alors ne soyez pas trop surpris, mais je proposerai éventuellement de reprendre le terme que Mircea Eliade avait créé, qui est le terme de enstase, n'est-ce pas, qui est le contraire de l'extase, l'extase étant une sortie de son individualité, en quelque sorte, qui est un très vieux terme, qui existe déjà dans le grec ancien et dans le grec néo-testamentaire, mais l'enstase, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est le recueillement. Recueillement est une très bonne traduction aussi, d'ailleurs. Oui, simplement, le recueillement a un sens un peu particulier dans la tradition chrétienne européenne, mais vous voyez qu'en tout cas, c'est un titre résolument bouddhique. Donc il semble qu'en réalité, le libelle du vieillard, le Okina no Fumi, ait été publié en 1746, et donc à titre posthume.
Cette ultime version était protégée, pourrait-on dire, par rien moins que 4 préfaces, une de l'auteur lui-même et 3 d'amis et de compagnons de route. Pourquoi tant de précautions? Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls, nous le verrons. Et le libelle semble se prémunir d'autant plus que l'auteur est conscient de ses hardiesses. Et l'on se gardera d'oublier que malgré une atmosphère superficielle de liberté de parole, celle que nous avons trouvée chez Saikaku par exemple, mais aussi chez Norinaga, tout ne pouvait pas se dire avec la même insouciance sous l'œil attentif du shogunat. Il y avait quand même une censure assez, une surveillance assez forte. Et alors, prenons la première préface, celle de l'auteur lui-même, datée de 1738, Genbun 3. Et nous remarquons d'emblée que le jeu y est lancé. Tsuki ne se présente pas comme l'auteur. Je vous lis la traduction si vous voulez suivre pas. Ce livre m'a été prêté par un ami qui m'assura qu'un vieillard l'avait écrit. C'est pas donc, vous voyez, Adu Okina no Kakita no Mono. Ainsi, en cette période de décadence, Suenoyo, bon, je ne vais pas, le temps passe trop vite, mais vous voyez, enfin, il y a une espèce d'information, au sens d'imprégnation du bouddhisme dans la langue japonaise qui est toujours dont on n'arrive pas à se défaire. Suenoyo, ça peut vouloir dire en effet les temps auxquels nous arrivons, mais ça veut dire aussi si vous le lisez en sino-japonais, n'oubliez pas, il faut toujours lire les expressions japonaises en sino-japonais aussi, parce que c'est là que vous avez en quelque sorte leur vrai sens. C'est massé. Massé, c'est-à-dire l'âge de la fin de la loi, du dharma, n'est-ce pas? Et vous voyez que brusquement, on est dans un autre système de pensée. Mais Nakamoto est extrêmement ironique. Vous le verrez. Et on ne sait jamais. Towa Iedo, n'est-ce pas? Donc, on parle de temps de la fin, mais alors j'ai choisi de traduire ici par décadence plutôt, pour essayer de gommer le sens bouddhique. Ainsi, en cette période de décadence, il existe encore de par le monde de vieux sages. Celui-ci affirme, excusez-moi, je reviens là-dessus, mais cette idée de, je vous redirai un mot tout à l'heure, cette idée de massé, de période de la fin, se retrouve en réalité en filigrane dans le texte même. Alors celui-ci, ce vieux sage, affirme dans ses propos l'existence d'une voie véritable, Makoto no Michi, à part des voies des 3 doctrines Sangyo, n'est-ce pas, doctrine ou religion. Et moi, Nakamoto, je me suis rangé à ses côtés. Vous voyez qu'il s'appelle ici, Geniko no koto no mama ni shitai akonawa ni. Alors Nakamoto, alors enfin on ne sait pas s'il faut lire ici Tsuki ou Nakamoto, mais comme c'est Nakamoto qui se lit lui-même, il faut certainement lire Nakamoto. Et là, je ne vous ai pas mis la signature, mais dans la signature de la préface, elle est écrite en syllabaire japonais, et donc c'est bien écrit Nakamoto, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, et moi, Nakamoto, je me suis rangé à ses côtés dans l'idée que si l'on s'en tenait aux paroles du vieillard, il n'y aurait nul risque d'erreur. J'ai bien demandé à cet ami le nom de son bonhomme, mais il n'a pas voulu me le donner, prétendant qu'on ne pouvait l'apprendre. Il n'y a donc rien à faire. Yoshinashi. En passant, nous apprenons que l'auteur, dans sa préface, dans la signature, nous donne son nom à lire Nakamoto. Mais cela ne nous oblige nullement à l'imiter, comme je vous l'ai dit. Nous voyons en tout cas l'artifice littéraire. Ce brûlot est d'origine inconnue et n'est surtout pas de son auteur. C'est le début d'un long jeu de dupes qui ira du début à la fin et où Tsuki s'empressera de réduire la portée de toutes ses assertions. Il établit clairement en tout cas l'intention du libelle, instaurer une voie véritable à part des 3 doctrines traditionnelles. Ici encore, en laissant planer l'ambiguïté,
Dans un contexte de culture chinoise, les trois doctrines comprennent évidemment le taoïsme, mais il n'en sera pratiquement pas question dans l'œuvre de Nakamoto, dans l'autre en chinois, non, presque pas non plus d'ailleurs. Il sera remplacé par ce qui l'intéresse au premier chef en tant que japonais, le Shinto. Donc, comme pour les trois mousquetaires, les doctrines sont au nombre de 4, voire 5, si l'on y joint la 5e, celle de la voie véritable. On se rappellera cet ancien procédé qui a fait ses preuves en Extrême-Orient. Nous l'avons vu par exemple dans le scalpel adamantin, le Congo Béelon de Tannen au 8e siècle. Lorsqu'une idée est jugée trop osée, trop audacieuse, on l'attribue à quelqu'un d'autre, souvent à un personnage apparu en songe. Il en va de même ici. Chuki ne se donne guère de mal à essayer de nous persuader qu'il a réellement existé, son vieillard. Et tout lecteur le reconnaît immédiatement pour ce qu'il est, une fiction littéraire porte-voix de l'auteur. Celui-ci poursuit d'ailleurs avec une certaine impudence. Les anciens avaient le dicton « vivre caché du monde pour parler à sa guise ». Tel est le cas de notre vieillard. Ce dicton des anciens, vous voyez, « inkyoshite koto ou kotoba o hanasu », ce dicton des anciens est bien sûr une citation tirée des entretiens de Confucius, du Rongo, que je vous donne ici, n'est-ce pas ? Et il provient d'un échange tout à fait approprié à la situation dans laquelle nous pouvons le conjecturer, d'après les quelques fragments biographiques que nous connaissons de lui, pouvait se trouver Nakamoto, tout au moins intellectuellement, et c'est très intéressant. Les paroles de Confucius se trouvent dans un passage où le maître traite de plusieurs personnages historiques, certains connus, d'autres inconnus, mais en particulier comme les deux célèbres Hakui et Shkusei, n'est-ce pas, que tout le monde connaît au Japon et en Chine, en Chine aussi, parce que vous savez, le grand auteur moderne chinois Lu Xun avait fait un texte savoureux qui s'appelle Gushu Simpian, n'est-ce pas, les contes anciens à notre manière, où justement il reprend dans l'un de ses contes ce qui était réellement arrivé à ces deux personnages. Alors, donc, le point commun de ces personnages semble avoir été de refuser tout compromis avec le pouvoir injuste ou tyrannique. Le fait de se retirer de la juridiction du tyran permet de garder une parole libre. Il est tout aussi intéressant d'avoir à l'esprit ce que Confucius ajoute à leur sujet. Il dit différer d'eux en ce qu'il n'a quant à lui nulle doctrine arrêtée. Vous voyez, ka nakute fukamo nashi. Il ne prescrit pas. Il ne proscrit ni n'ordonne quoi que ce soit. On ne peut que rapprocher cette sentence de l'un des procédés les plus remarquables de l'opuscule de Nakamoto, à savoir le soin méticuleux qu'il apporte à effacer par ses gloses explicatives la portée trop audacieuse de ce qu'il aura précédemment affirmé. C'est pourtant par un de ces mouvements de défi qu'il conclut en affirmant péremptoirement son intention de ne pas garder sous le boisseau l'enseignement qu'il a eu la chance de se voir transmettre dans des conditions romanesques dignes des récits antiques. N'est-ce pas ? Wangaiye no shie tomonashi. J'ai recopié le texte intégralement afin d'en faire la doctrine de notre école et avec l'intention de le divulguer dans le monde. Wangaiye, ça ne veut pas dire notre famille, ma famille, comme le pensait l'un des traducteurs, mais c'est notre école. Enfin, nous verrons bien le. Il annonce ici bel et bien son intention de faire des idées du libelle la base de l'enseignement d'une école qu'il instituerait. Belle ambition pour un jeune homme de 23 ans. Mais le dessein est clairement exprimé, et nous n'avons pas de raison sérieuse de le mettre en doute. Cette certitude de la part du jeune auteur dans la valeur de son texte nous amène à nous interroger sur sa relation avec le traité développé qui le suivra chronologiquement, le grand œuvre de Chuki, donc les propos au sortir du recueillement, le Shutsujo Kogo. Comme nous le verrons dans les prochaines leçons, les deux textes sont profondément liés par leur contenu et leur intention, mais le libelle nous apparaît malgré tout comme d'une autre nature. Nous le verrons mieux lorsque nous aborderons la préface du Shutsujo Kogo. Mais nous pouvons d'ores et déjà dire que de façon assez intrigante, on a l'impression que le second ouvrage
présuppose le premier, le libelle s'appuyant sur les résultats de la recherche des propos qui seront exposés plus tard. Il est permis de penser donc que Nakamoto avait déjà conçu les grandes lignes de sa critique des religions, qu'il approfondira plus spécialement sur le bouddhisme. Et surtout, ainsi que nous venons de le voir, s'il n'y a pas de raison de remettre en cause la date de la préface personnelle de l'auteur, 1738 donc, nous n'avons pas plus de douter de celle des trois autres préfaces, qui sont datées, enfin pour deux en tout cas, de 1744, et présupposent donc le Shutsujo Kogo achevé, ce qui ne fait que rehausser le rôle programmatique du libelle. Voyons-les très brièvement, ces préfaces. La première, attribuée à un certain Hayashi Shidio, dont nous ne connaissons rien, renforce tout d'abord la fable du vieillard solitaire, transmettant un enseignement initiatique. Autrefois, alors, près d'un sanctuaire shinto, n'est-ce pas? Autrefois, non loin du sanctuaire de Ikasuri, ou Zamajinja, c'est un grand sanctuaire d'Osaka, vivait un vieillard dont nul ne connaissait le nom. Selon certains, il était intelligent et sage, et se complaisait à passer assidûment ses nuits dans l'étude. Penché sur la table, indifférent au son de la cloche invitant au sommeil, il ne s'apercevait point de la fuite des heures nocturnes et entendait à l'aube l'appel des oies sauvages. Je vous passe sur les allusions littéraires, n'est-ce pas? Les livres étaient ses seuls amis et ses voisins même ne le connaissaient pas. Cette préface est pleine des clichés de rigueur, mais nous remarquons qu'elle est placée sous le signe d'un sanctuaire shinto, premier pas d'un jeu subtil où le lecteur va être successivement mené à travers les trois religions. Le premier cliché littéraire est évidemment celui de l'ermite inconnu, mais les images vont s'enchaîner. Et au risque de lasser le lecteur, voyons malgré tout comment ces allusions définissent un paysage intellectuel qui est la scène de la réflexion de Tsuki. Un homme de vertu doit toujours avoir quelque chose à dire, s'était dit notre Tominaga. Et il était allé plusieurs fois frapper à la porte qui ne recevait jamais d'autres visiteurs que les pluies d'automne. Il recueillit ainsi par écrit, donc cette fois c'est Tominaga qui prend par écrit, n'est-ce pas? Il recueillit ainsi par écrit les propos qu'il entendit et leur donna pour titre l'écrit du vieillard. Ma maison n'est guère éloignée de la sienne, et il vint me les montrer. Après tout, il s'agissait là des paroles du vieillard de Watanabe, et me rappelant la vieille histoire du religieux Tōren, je m'en mis à la lecture toute affaire cessante. Il est ici fait allusion à une anecdote célèbre rapportée dans le Tsuregusa, n'est-ce pas, au fil des heures oisives, de Yoshida Kenko, donc un livre qui a été écrit vers 1330, où le moine poète Tōren, dont nous ne savons presque rien, voulant vérifier la prononciation correcte d'un vers d'un waka, discuté avec ses amis, décide de partir sans plus tarder sous la pluie battante pour aller s'en enquérir auprès de l'ermite de Watanabe, dont nous ignorons tout. Alors vous voyez encore une fois toujours cette idée d'un savoir qui est entre les mains d'un personnage caché vivant en dehors du monde. C'est un topos très, très vieux en Chine comme au Japon. S'ensuit alors une accumulation d'allusions. En vérité, encore une fois, Makotoni, n'est-ce pas, de ce que je puis en juger, si ce n'est quelqu'un qui connaisse pour la doctrine de l'Inde la comparaison du feu s'éteignant lorsque le combustible s'épuise, qui sache rejeter le doigt qui n'est pas la lune, qui, pour la voix des saints de la Chine, n'est-ce pas, sache qu'elle prend racine au fait de la grande origine supportant l'existence des choses, qui, renonçant au texte du pays de la culture, Bunkoku, n'est-ce pas, Bunkoku, le pays de l'écrit, c'est la Chine, regarde avec respect les dieux du Japon antique, en faisant fi des arguties des générations postérieures, et qui plus est, n'ignore rien des choses de la Chine et du Japon, si ce n'est un tel homme, dis-je, qui donc pourra dire quoi que ce soit de ce texte? L'avalanche d'allusions fait le tour du monde intellectuel de l'époque. Le feu s'éteignant faute de combustible, takigi, est une comparaison classique pour l'extinction bouddhique, le nirvana. Pour le doigt qui montre la lune, tout le monde connaît cette image du zen. La voix des saints est illustrée par une citation de l'invariable milieu, le chuyo, le zhongyong chinois. Et l'on appréciera l'ironie du rejet du pays des lettres tout en faisant l'éloge d'un livre qui porte ce mot en titre. Il y a Bunkoku et il y a aussi Okina no Fumi.
Ce que nous avons traduit ou paraphrasé par ne rien ignorer des choses de la Chine et du Japon est aussi le subtil agencement, bon, je passe très rapidement là-dessus, mais d'une allusion à Genbin, un moine ermite du temps ancien donc, qui avait élu sa retraite sur le bord de la rivière Miwa, dont je vous donne. Et dans le premier récit du Hoshinshu, qui a été traduit par notre ami Jacqueline Pigeot, on décrit sa brusque disparition de la société des hommes pour se faire passeur anonyme, n'est-ce pas, sur un bac dans le nord du Japon. Le poème auquel il est fait allusion figure dans le chapitre, dans le chapitre des moines du Wakan Roishu. Vous vous souvenez, ce texte qui a fait l'objet de l'une de nos années de cours. Et donc, en insérant subtilement la locution Kara Koromo, l'habit de Chine, dans le texte de Nakamoto, c'est-à-dire les beaux atours, au lieu du nagare du poème, vous voyez, on remplace les habits de Chine remplacent le mot nagare, le courant du poème. Eh bien, le préfacier met en opposition ou en complémentarité le toponyme japonais avec la référence à la Chine. Nous avons donc ici esquissé en un éclair un autre aspect de la dialectique Wakan, révélé comme indispensable à la bonne compréhension du libelle. Le panorama est donc complet. Bouddhisme, zen, confucianisme, shinto et rapport dialectique entre les langues. Ce dernier point est souligné à la fin. Cette œuvre fort curieuse, mais zelashki, fut rédigée en caractère syllabique, kana donc, en caractère syllabique, et l'on risque donc par inadvertance de ne pas lui accorder l'attention qu'elle mérite. Ce serait bien dommage, et c'est pourquoi moi, Shidio, y ai ajouté cette brève notice de peu de valeur, simple radotage sénile. Nous avons ici comme l'écho des remarques de Jien dans son Gukansho, dans son essai sur l'histoire, Jien, n'est-ce pas, autour de l'an 1200, par lesquelles il justifie son recours à la langue japonaise plutôt qu'au chinois classique. Mais ici, la situation est différente, puisque nous avons concrètement un texte chinois plus développé, parallèle à cet opuscule en japonais. Le préfacier semble donc bien accorder une valeur particulière à ce dernier, alors que le texte chinois des propos, dans le Shunjokogo, vient d'être publié. La préface est de 1744, n'est-ce pas ? Il craint que l'opuscule ne reste ignoré des lettrés et des savants en raison de sa langue vernaculaire. C'est évidemment un point important sur lequel il nous faudra revenir. Le recours au syllabaire a-t-il été prétexte pour l'auteur à s'entourer de moins de précautions, à être plus direct dans son énoncé ? Nous verrons qu'il l'a été d'une certaine façon, mais qu'il a aussi pris soin de brouiller des pistes. Nous retrouvons la même idée des trois doctrines dans la deuxième préface, qui est signée d'une appellation bouddhique, le pieux laïque, n'est-ce pas, Koji Zenki, identifié à un médecin manifestement pratiquant du zen. Voyons-la rapidement. Elle se divise en deux parties et est rédigée sur le ton de la dérision typique de certains sermons zen. Tout à l'heure, nous avions quelque chose qui était plutôt dirigé sous l'égide du Shinto, avec des allusions littéraires qui remontent à la tradition japonaise, purement japonaise, n'est-ce pas ? Ici, nous avons du zen. Quelle est la voie prônée par les trois religions ? Et quelle est la voie véritable ? Ce vieillard, qu'a-t-il pu comprendre pour ainsi se permettre d'inciser ses marques sur de la bonne viande ? En vérité, cela fait-il seulement des années, voire des milliers d'années que la voie est occultée ? Occultation, révélation, tout cela n'a plus de sens. Pourquoi alors ces deux ou trois bons amis, les préfaciers, se perdent-ils dans louanges sur ce vieillard et vont-ils rajouter des pattes au serpent ? Ne nous appesantissons pas sur les allusions au Mumonkan et à la fin au Reikigan Noku, classique du zen bien connu, le passe sans porte et les propos de la falaise verte, n'est-ce pas ? Et la falaise d'émeraude. Et remarquons seulement que le pieux laïque inscrit bien le texte dans la perspective des trois doctrines, cette fois nommément mentionnées, Sangyo, prononcé Sankyo, semble-t-il, dans le texte. Bien qu'il n'insiste pas sur la nomenclature à proprement parler, et donc sur le remplacement du taoïsme par le Shinto, qui est ici en œuvre. Les deux ou trois bons amis qu'il mentionne ne vont sans doute pas au-delà du petit cercle des préfaciers, mais la seconde partie montre bien que c'est une affection personnelle qui dirige le pieux laïque.
Quoi qu'il en soit, ignorant pour ma part le nom du bonhomme et ne l'ayant même pas rencontré, je serais bien en peine d'en faire les louanges. Tout ce que je vois, c'est la grande estime, l'affection de vieille bonne femme, n'est-ce pas, Robachin, en laquelle le tient notre ami Tchouki. Enfin, c'est littéralement comme ça, mais en réalité, ça veut dire se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Dans laquelle le tient notre ami Tchouki, qui a repris la voix sublime perdue depuis l'Antiquité, n'est-ce pas? C'est Myodo, n'est-ce pas? Encore perdu depuis. Et de poser malicieusement la question tout en y répondant à propos, Shkalaba. À propos, les idées du vieillard sont-elles ou non les mêmes que celles de Tchouki? Si elles sont différentes, faudra-t-il les reprendre pour en faire la doctrine de notre école? Encore une fois, n'est-ce pas, vous avez ici Ie no Oshie, de notre école. Si on les déclare identiques, cela serait aller à l'encontre des intentions de Tchouki, puisqu'il n'a pas dit que c'était les siennes. Si les gens du monde savent bien y regarder et mordre à pleines dents ce doux remède, ils connaîtront ainsi certainement plus de la moitié de ce que pense Tchouki. Et ceci peut servir de préface à la fois au vieillard et à Tominaga. Remarquons que le préfacier reprend l'expression d'école, déjà utilisée par Nakamoto, et indique malgré tout la portée plus générale du projet du jeune penseur. Soulignons aussi qu'il met en opposition les trois doctrines et la voie véritable, et donc l'originalité iconoclaste du projet, tout en l'incorporant habilement dans la dialectique des trois doctrines. Et bien sûr, il enfonce une porte ouverte en laissant plus qu'entendre l'identité du vieillard de Tchouki. Et je vous rappelle ce terme de myodo qui est très important. Myodo, la voix sublime, n'est-ce pas, la troisième ligne, c'est le bouddhisme. Donc, il assimile en quelque sorte la révélation du vieillard au bouddhisme lui-même. Donc, concluant le tout d'une remarque toute zen tirée de la falaise d'émeraude, qui désamorce les éventuelles polémiques et lui permet de s'en tirer lui aussi d'une pirouette intellectuelle. Si l'on veut connaître la voix sublime, je ne pense pas l'avoir. Si l'on veut connaître la voix sublime, qu'on aille. Je ne vous l'ai pas dit. Alors, si l'on veut connaître la voix sublime, qu'on aille la demander à la lune dans le ciel. Il reprend le mot myodo, encore une fois, n'est-ce pas? Donc vous voyez bien le jeu auquel il se livre. La troisième préface pose quelques questions. Elle n'est pas datée comme les deux premières. Seule la mention d'une troisième année dans le texte donne à choisir entre 1738 et 1743. Je reprends ici les études de Michael Pye que je vous ai signalées tout à l'heure, qui a traduit le texte en anglais, et les savants japonais sur lesquels il se fonde. Il est évident qu'orner un tel opuscule d'une préface en sino-japonais, grandiloquent, le propulse à une dimension supérieure de la hiérarchie culturelle. Encore qu'il s'agisse d'une pratique courante à l'époque, que de donner une préface en sino-japonais à un texte japonais. Mais disons que si la substance du texte n'est pas si différente des deux précédentes préfaces, le style chinois fait le lien avec les propos au sortir du recueillement et met les deux œuvres sur le même plan. Ah oui, c'est ici. Moshi myodo shinanto seba, excusez-moi. Tempen no tsuki to monshu seyo. Alors, voici la préface. Je vous invite à suivre. Je l'ai nettoyé des qualités et tout ça parce que ça devient illisible lorsqu'on le met horizontalement. Donc le préfacier, dont nous ne connaissons rien, parle lui aussi de la plus haute antiquité. Jadis, le Shinto, le confucianisme et le bouddhisme, voyez, déployèrent chacun leur doctrine afin de guider les égarés et par elle les mener à la lumière. Ainsi les mœurs changèrent, la prospérité régna, hommes et femmes connurent la joie. Ceux qui exposaient l'enseignement soupiraient d'admiration et les historiens en préservèrent la mémoire afin que la postérité pût imiter cette voie et en faire lecture. De nos jours, les anciennes écoles en ont recueilli les cendres et, éclairés ou non, tous s'y appuient. C'est la dernière ligne. On appréciera tout d'abord que les trois doctrines comprennent le Shinto, alors que nous sommes en langue chinoise, et pas le taoïsme.
mais aussi que l'ordre est différent de celui qui sera donné par Chuki lui-même. Alors que Chuki met toujours le Shinto en troisième lieu et le bouddhisme en premier, nous avons ici l'ordre inverse. Remarquons aussi que le terme pour école est aussi utilisé ici avec Ie, n'est-ce pas? Donc, il reprend, si vous voulez, Shinto remplace taoïsme, et il reprend la hiérarchie des trois écoles, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans les traités antérieurs, comme je vous l'ai dit, ça finissait par le bouddhisme, parce que le bouddhisme était la doctrine supérieure. Il y avait une graduation. En général, c'était le bouddhisme, le taoïsme, c'était le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Ici, c'est le Shinto, le confucianisme et le bouddhisme. Donc, il refait, il met le Shinto donc en premier comme la phase la plus basse. Après cet éloge des trois religions antiques, le préfacier introduit l'innovation de Chuki en réussissant le tour de force de la présenter comme l'accomplissement des voies antérieures. Mais voici à présent qu'un vieux sage s'est dressé pour proclamer sa doctrine et amener le peuple à un changement radical. Nul ne s'attendait à une telle façon d'exposer la voie, à une telle originalité, à une telle excellence. Grâce à lui, passé et présent retrouvent l'unité dans la voie. Comment pourrait-on dire que l'intention de ce vieillard soit différente de celle des trois doctrines? À la fois originalité et continuité, donc, et le préfacier, tout en se cantonnant dans un rôle prudent d'observateur, estime que les propos du vieillard ont un grand avenir. En ce qui me concerne, je dois me consacrer à mes devoirs familiaux, et je n'ai guère loisir de réfléchir. Je ne saurais donc dire si un jour, lorsque le monde aura entendu la voix du sage vieillard, les mœurs changeront, la prospérité surviendra, hommes et femmes connaîtront la joie, si ceux qui l'enseigneront soupireront d'admiration, si les historiens seront capables de la propager et d'en préserver la mémoire. Vous voyez, il reprend de la même façon que l'ont fait les trois religions, pas plus que je ne saurais dire si elles sont de même nature. Sautons quelques phrases et relevons-en l'une des dernières. Je crois qu'avec nos subtils propos, oui, Wangato Tomogara, je crois qu'avec nos subtils propos apparaîtra enfin quelqu'un qui puisse aider le pays. Ah, pour un tel peuple, le Japon, qu'il y ait une telle voie, que celle-ci puisse apporter une réforme des mœurs. Est-ce donc si difficile? Il suffit pour cela que rien ne vienne faire obstacle à la réflexion solitaire de notre vieillard. Qui sait si l'antique origine des trois religions n'est pas comparable en beauté à ce à quoi nous assistons? Vous voyez que ça commence par Wangato no Bigen ou Migon. Cela résonne presque comme une expression bouddhique, encore une fois. Les propos subtils, les propos, oui. Il est en tout cas certain qu'ici encore, le préfacier considère ce libelle comme le manifeste d'une école dont il se réclamerait lui aussi, et que cette voie n'est pas le simple soliloque d'un énergumène. Elle a une fin morale et politique, qui poursuit et dépasse ce qui s'était transmis jusqu'alors au Japon. Et nous verrons donc la prochaine fois ce qu'il en est réellement de cette voie et de ces voies par rapport à ces voies. Et je vous remercie de votre patience pour aujourd'hui.